Le football, c'est la vie. pourquoi tu as choisi cette voie? Je peux dire, j'ai pas vraiment choisi. J'aimais le foot. Souvent même, j'allais pas au cours. Ce que tu te dis, c'est que le football qui te permettra de t'en sortir. Donc, je faisais plusieurs trucs à la fois. Je faisais le lavage de voiture. Et quand tu faisais le lavage, tu gagnais combien comme ça à peu près par jour? Ça me donnait 500 ou 1000 francs. On dépendait plus ou moins de ma mère. Et voilà, ma mère, elle vendait des serviettes au marché. Mon père, il a eu un problème avec son travail, donc il a stoppé. J'ai parlé à ma soeur que voilà, moi je vais aller au Bénin, mais on dit 400 000, c'est chaud. Voilà, mon père il voulait pas. Pour être réaliste, il n'a pas les sous. Il n'avait pas les 400 000, donc il ne pouvait pas accepter. Aujourd'hui, 400 000, c'est rien pour toi. Par la grâce de Dieu. À la base, mon père il était plus école. Il ne voulait pas que tu joues au foot? Non, pas à 100%. Qu'est-ce qui fait que tu commences jusqu'à aller au Bénin? Arrivé au Bénin, c'est là tout va commencer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Raconte-nous. Bonjour la famille et bienvenue dans le podcast de l'investisseur africain. Le podcast qui met en lumière des Africains qui brillent par leurs histoires, par leurs actions, par tout ce qu'elles font. Celui que nous recevons aujourd'hui est une personnalité spéciale. C'est le chouchou des Ivoiriens. Je peux dire qu'il a sauvé la Côte d'Ivoire lors d'un certain match pendant la CAN contre le Mali. Vous vous rappelez très bien. Vraiment à la dernière minute, à la 90e minute, il nous a mis un but qui franchement nous a tous fait sauter de joie. Je me rappelle encore cette période. Et je m'étais dit sur les réseaux sociaux que je devais lui offrir une bonne bouteille de champagne quand j'allais le voir. Il est en face de moi, il n'a pas encore sa bouteille, mais ça vient très très bientôt. Eh bien, c'est quelqu'un de calme, de réservé, de super talentueux que nous avons de plus en plus découvert avec cette CAN récente que la Côte d'Ivoire a organisée, la meilleure CAN de tous les temps, c'est même pas de discussion. Eh bien, il est là aujourd'hui pour nous raconter son histoire. C'est une histoire très touchante, une histoire réelle, une histoire qui va faire en sorte que vous allez encore plus l'aimer et l'adorer. Et ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il a la main sur le cœur. Il fait pas mal d'actions pour redonner à la population ce qu'il a reçu. Et comme il a l'habitude de lui dire, il a tellement reçu qu'il veut vraiment donner. Donc on parlera de tout ça dans ce podcast et puis on va le découvrir davantage. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec moi Simon Adingra. Merci Jean-Yves. Est-ce que le Atalako était bien? Ouais. C'était bien, c'était cool. Ils font. Ok. Donc, Adingra, tu es avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation de passer dans le podcast. Ici, vraiment, on parle des gens qui ont fait des choses, quoi. Et toi, ce que tu as fait là, c'est plus que chose. C'est beaucoup. Et on tenait à te remercier pour la victoire face au Mali. Franchement, tu as fait un bon boulot. Et ma première question, avant même que tu te présentes et tout, même si les gens te connaissaient, quand tu as marqué ce but à la 89e et quelques minutes, comment tu te sentais? Ce but va rester gravé dans ma mémoire. D'accord. Et voilà. Je me rappelle comme c'était hier. Après avoir mis le ballon dans les filets, je ne savais plus là où j'étais en fait. Ah bon? Non. Parce que là, on voit, c'était l'action que tu avais fait tout de suite, quoi. C'était juste invraisemblable pour toi, visiblement. C'était magnifique. C'était magnifique. Ouais. Mais comment ça s'est passé? Bon, qui t'a fait la passe avant que tu puisses aller marquer ce but? Bon, je vais commencer d'abord dès le début. Ok. J'étais sur le banc et voilà, on était mené au score, 1-0. Et voilà, on avait pris un carton rouge. Donc, comment je revenais de blessure, au fait. D'accord. Donc, voilà, je doutais si le coach allait me faire rentrer ou pas. Parce qu'on était à 10. Donc, il me disait comme ça que, voilà, le coach, il peut se dire, je reviens de blessure, peut-être que c'est pas à 100%. Donc, au début, il me chauffait, mais... Sans plus, quoi. Voilà. Tu te disais, tu te chauffais juste parce qu'il fallait te chauffer. Ouais. Et du coup, quand le coach vient te voir pour dire, vas-y... Le coach m'a appelé, il a dit, ok, Simon, c'est toi, c'est ton temps. Monte à la Côte d'Ivoire, ce que tu peux faire. D'accord. Voilà. Donc moi, avant d'entrer, j'étais confiant. J'étais confiant. Je me disais comme ça que je peux forcément gagner une occasion dans ce match-là. Et après, maintenant, c'est moi d'être décisif. Voilà. Donc quand je suis rentré, j'étais vraiment concentré. Je savais que j'allais avoir une occasion. Maintenant, après, c'est à moi de concrétiser.
Mais jusqu'à la 90e minute, tu n'as vraiment pas abandonné parce que nous, les supporters, on était déjà découragés. On se disait que le Mali allait gagner. Moi, je me rappelle, ce jour-là, pour ne pas avoir crise cardiaque, je suis pas allé à Bouaké. C'est le seul match, vraiment le seul match où je suis pas allé au stade parce que je disais non, avec le Mali, ça allait être compliqué et tout. Donc, je regardais le match à la télé et quand à la 80, je crois, à la 85e minute, je me disais, ah non, c'est fini, Et donc, on commençait à quitter un peu, le bar dans lequel on était. Et puis, on entend tout d'un coup tout le monde crier, ah, on a marqué le score, on a rattrapé plutôt le score. Et c'est Adingra, et là, tout le monde commence à parler d'Adingra. Donc, tes coéquipiers et tout, comment est-ce ils ont célébré ça avec toi? Je pense que c'était collectif, hein. C'était pas que moi. Le ballon, le départ du ballon, c'était le gardien. Le gardien. Qui a dégagé le ballon. Genre, c'était un but collectif, en fait. D'accord. Donc, voilà, on a tous célébré ensemble. On était tous soudés. Super. Dans le groupe, c'était pas Adingra, mais c'était le groupe. En fait, toi, tu as été la personne qui a concrétisé, mais c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Ouais. Et ça te tient à cœur. Je remarque à chaque fois que tu marques un but, tu as cette façon de célébrer ton but avec cette main-là. Ça représente quoi et qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ont tendance à me négliger, au fait, vu par mon physique et tout. Donc, voilà, c'est en mode, on me voit pas venir, quoi. On te voit pas venir, genre, ils sont où? Ouais. Ils sont où? Donc, tu vas dire que toi, aujourd'hui, ta force, c'est que on va te négliger, on va pas s'attendre à ce que tu viennes. Et puis, bim, en même temps, tu marques la surprise. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est ça. Je crois qu'il y a une chanson même qui est sortie dessus, quelque chose comme ça. Ouais, je pense. C'est quoi la chanson? tu te rappelles? Tu as vu la chanson, donc c'est super. Je vois que tu es très simple pour un footballeur. Tu n'as pas beaucoup de froufrou, beaucoup de bling-bling. Tu vas nous dire pourquoi. Tout le monde se pose la question, mais combien il gagne réellement? Qu'est-ce qu'il fait de son argent? Et puis, il y a plein d'autres choses dont on va parler. Mais on va commencer par le commencement. Qui es-tu à l'état civil? Comment tu te présentes? Bon, c'est Adingra Simon à l'état civil. D'accord. Voilà, ici, c'est un footballeur professionnel. Il joue en Angleterre. En Angleterre. À Brighton. À Brighton. Et aujourd'hui, tu as 22 ans seulement, quoi. Ouais. Tu es le cadet de l'équipe de Côte d'Ivoire? Non, il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont petits, qu'on ne connaît pas, quoi. Il y a d'autres. Non, vous connaissez, il y a Karim Konaté. Karim Konaté, d'accord. Omar Diakité, il y a d'autres. Il y a d'autres, tu n'es pas le plus petit. Non. Ok. Les gens ont tendance à penser que je suis le plus petit, mais non. Donc, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas été toujours une belle histoire. Je vais te montrer une image et on va reprendre par le commencement. Ça, on voit un Adingra qui a un peu un maillot froissé et tout. Tu peux nous expliquer c'est en quelle année cette photo? Ça a été pris et c'était où? Ça, c'était au Bénin. Je ne me rappelle pas bien de l'année, mais c'était au Bénin. C'était au Bénin? Ouais. C'était au Bénin. C'était... Ouais. Dans mes clubs au Bénin. Dans un de tes clubs au Bénin. Donc, qu'est-ce qui fait que tu commences le football jusqu'à aller au Bénin? Pourquoi tu as choisi cette voie? Je peux dire, j'ai pas vraiment choisi. D'accord. Je peux dire, c'est la vie. Genre, c'est la vie. J'ai pas vraiment choisi ce chemin-là. Bon, tout commence d'abord par, voilà, quand j'étais, j'ai vécu à Bobo, en fait. Tu as vécu à Bobo, dans quel quartier à Bobo? À Vocatier. À Vocatier. Ouais. Donc, tu nais à Bobo, à Vocatier. Ouais. On va dire c'est un quartier un peu chaud quand même. Ouais. Donc, tes parents n'ont pas forcément les revenus. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te dis c'est que le football qui te permettra de t'en sortir? Bon, à ce bas âge, je ne pensais pas vraiment à m'en sortir. C'était juste le foot. J'aimais le foot. D'accord. Donc, voilà, je jouais que le foot. Et voilà. Souvent même, j'allais pas au cours. Hein. Ah bon, juste pour jouer au foot. Mais tu jouais comme ça parce que tu voulais te distraire? Ou bien tu jouais parce que tout le monde jouait au foot finalement au quartier, donc tu es rentré dedans? Ou bien tu jouais parce qu'il y avait une idole que tu avais à l'époque qui jouait au foot, à qui tu voulais ressembler? Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au foot au final? Je peux dire, voilà, on a pas mal d'être dévanciers. Donc c'est qui t'inspirait? Qui ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. D'accord. Petit, on avait des rêves de jouer dans les grands clubs, de représenter la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc voilà, c'était déjà une passion. Mm-hmm. C'était déjà une passion dès le bas âge. Et voilà, je me rappelle, parce que moi, quand j'étais plus petit, quand j'ai rien à faire, je partais regarder l'entraînement des équipes. Genre, je peux être à la maison et voilà, je peux aller comme ça sur un terrain de foot. Et puis tu regardes juste les gens jouer. Les gens jouer, j'aimais beaucoup ça. D'accord.
Donc, voilà, il y avait un jour où j'étais allé et je connaissais un coach. Et voilà, le coach, il parlait comme ça que il a un centre de formation au Bénin. Et là, tu avais quel âge? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, Ouais. d'accord. Donc, il connaissait un centre de formation au Bénin, voilà, qui prennent les jeunes, qui les mettent à l'école. Parce que à la base, mon père, il était plus école. D'accord. Donc, voilà. Donc, il me disait... Il ne voulait pas que tu joues au foot? Non, pas à 100%. D'accord. Il était plus école. Parce qu'il prenait toujours l'exemple sur Drogba. Il disait que Drogba, il connaît papier, tout ça. Donc, ton père voulait que tu ailles à l'école, mais comment il réagissait quand il voyait que tu jouais plus au foot plutôt que d'aller à l'école? Bon, au départ, mon père, il me connaissait pas en tant que joueur. D'accord. Il m'avait jamais vu jouer. Ah bon? Ouais, mais il entendait, les gens parlaient, ah, ton fils sait jouer au foot, mais il m'a jamais vu. Et voilà, donc souvent même, il me cachait pour aller jouer les tournois et il apprenait, il n'était pas vraiment content de moi. Donc, il y avait un tournoi, je me rappelle, et il m'a dit d'en parler à ce tournoi. D'accord. Qu'il devait rester à la maison. Donc voilà, les jeunes de nos quartiers, ils ont fait une délégation pour venir voir le vieux. Ils ont parlé, ils ont dit, ah, le vieux, on a besoin de ton fils, tout ça. Donc, le vieux, il a dit, ok. Donc, il m'a laissé aller. Maintenant, il s'est caché, au fait. Il s'est caché pour aller sur le terrain. Donc, pendant que je jouais dans la foule, j'ai apprécié mon père dans la foule. C'était la première fois que mon père me voyait jouer. Ok. Et quand tu l'as vu dans la foule, qu'est-ce que ça t'a fait? Bon, il n'arrivait plus à jouer parce que je le regardais. Tu avais peur de la chicotte après, quoi? Ouais, je le regardais, tout ça. Donc après, il m'a fait asseoir, il m'a demandé ce que je veux, si je veux jouer, ce que je veux faire, si je veux jouer au foot ou si je vais aller à l'école. Donc, je sais que s'il dit il veut jouer au foot, il ne va pas être content. C'est ça. Il dit, en tout cas, il veut faire les deux. Il veut faire les deux. Mais priorité, il pense qu'il va jouer au foot, mais il veut faire les deux. D'accord. Donc, le coach que je connaissais, c'était pas mon coach à moi, c'était un coach. Donc, voilà, il m'a dit, il connaît une académie au Bénin. Et voilà, ils prennent les jeunes de 13 ans et tout. Donc, il a dit, ouais, on doit payer une somme, au fait. Combien? Tu te rappelles la somme? 400 000. 400 000, ouais. 400 000. Donc, on devait payer 400 000 pour que tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin pour jouer dans un club là-bas. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, donc, il a dit la somme. À l'époque, mes parents, ils n'avaient pas les 400 000. Et voilà, ma mère, elle vendait des serviettes au marché. D'accord. À Djambé, le marché là, Djambé. Wow. Donc, voilà, elle n'avait pas les sous. Donc, elle est ma soeur. Parce que ma soeur, elle allait à l'école. Et ton papa, il faisait quoi comme métier? Mon père, il ne travaillait plus. Il ne travaillait plus. Ouais. Il avait eu un souci particulier. Il a eu un problème avec son travail. Donc, il a stoppé. Donc, on dépendait plus ou moins de ma mère. Ok, donc papa ne travaillait plus, maman elle vendait des serviettes au marché, c'est elle un peu qui s'occupait de la famille et tout. Et c'est que ta grande sœur qui était partie à l'école? Oui, j'allais à l'école aussi. J'allais à l'école aussi, ouais. Ma grande sœur allait à l'école et elle gérait des cabines, tu vois. Des cabines téléphoniques? Ouais. Ok. Donc du coup, quand j'ai parlé à ma sœur que voilà, moi je vais aller au Bénin, mais on dit 400 000, c'est chaud. Tu vois, donc ma grande sœur, voilà, mon père il voulait pas parce que pour être réaliste, il n'a pas les sous. Il n'avait pas les 400 000, donc il ne pouvait pas accepter. Ouais. Donc, voilà, j'ai dû manager ma soeur. Il a supplié. Elle a essayé de parler avec le vieux et la vieille. Donc, voilà, ils ont pris crédit, tu vois. Donc, tes parents ont dû prendre des prêts par-ci, par-là pour avoir les 400 000. Parce que ma mère n'avait pas vraiment les sous. Donc, voilà, ils se sont arrangés. Mais toi, à un moment donné, tu t'es pas dit... C'est vrai que tu voulais aller au Bénin pour jouer au foot et tout. Mais peut-être tu te disais que tu mettais tes parents dans des soucis puisqu'ils devaient aller prendre des prêts partout. Non, c'est à la fin que j'ai su comment c'est à la fin que tu as su qu'ils ont pris des prêts. Ouais. Sinon, du coup, ils ont accepté, ils sont venus, ils ont dit voici les 400 000, va au Bénin. Tu ne savais pas? Non, ils ne savaient pas. Okay. Ils ne savaient pas qu'ils ont pris des crédits. Après, tu vas nous dire comment tu as remercié tes parents et tout d'avoir fait ça. Aujourd'hui, 400 000, c'est rien pour toi. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu arrives à t'en sortir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, quand ils ont les 400 000, tu pars au Bénin. Voilà, donc, tu pars au Bénin avec qui? Dans quelles conditions? Voilà, quand ils ont rassemblé les 400 000 et voilà, on était 10. D'accord. J'avais 10 petits aussi comme moi, 9. 12, 13 ans à peu près? Ouais, okay. 9 et moi ça va être 10. Et voilà,
on est parti au Bénin. Donc, voilà, arrivé au Bénin, pour commencer, d'abord, il a envoyé des photos. Genre, il a envoyé des photos pour présenter à la famille. Qui, le coach? Ouais, le coach. Ok, donc le coach vous prend les 10 enfants. Ouais. Non, vous partez avant même le départ. D'accord. Avant le départ, il est venu voir les parents pour les parler un peu du D'accord. projet et tout. Donc, les parents, ils n'étaient pas vraiment Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mon père me disait, Bénin, c'est pas vraiment un pays de foot. Bénin n'est pas connu pour être un pays Donc, de foot. Pourquoi voilà. le Bénin, quoi? Mon père n'était pas trop chaud. Puis il se disait, parce qu'il y avait un ami à l'époque qui était allé dans un centre de formation au Ghana. Donc mon père, il aimait plus le Ghana. C'est ça. Donc il disait, le Bénin, c'est pas trop un pays de foot. Voilà, donc le gars, il est venu chez nous à la maison, il a présenté des photos. Voilà, comme quoi c'est l'endroit où nous allions, tout ça. D'accord, donc il a montré de belles photos, Voilà, de bonnes photos. Et voilà, il a dit là-bas, on fait le sport et études. En même temps. Il a insisté sur les études parce qu'il savait voilà, que s'il n'y a pas l'école en appui, les parents ne sont pas vraiment chauds. C'est ça. Donc il a pris 400 000 avec chaque enfant. Vous êtes 10 à peu près 4 millions, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Après les photos, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il a monté les photos, on a vu, c'était beau, tout ça. Et voilà, on est parti au Bénin. Et arrivé au Bénin, c'est là tout va commencer. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Raconte-nous. D'abord, on arrive à une ville au Bénin qu'on appelle Porto Novo. Ok. D'abord, on arrive à Porto Novo d'un coup bizarre. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec les photos qu'on avait montrées, quoi. Non. Ok. D'un coup bizarre. Genre, nous, on était étonnés. Tu vois. Avant même d'arriver au Bénin, dans le bus, il a pris le téléphone de chacun. D'accord. Ah, vous avez pris même le bus d'Abidjan jusqu'à Porto Novo. Oui. C'est même pas par avion. Non. Donc vous avez fait quoi? 10 heures sur le chemin, quelque chose comme ça? On a pris un bus. D'accord. Dans le bus, il a pris vos téléphones. Il a pris les téléphones. Il a dit non, que dans le centre, voilà, ils n'autorisent pas les téléphones, tout ça. Donc, voilà, lui va regarder les téléphones et après, il va nous donner. D'accord. Maintenant, moi, j'étais le seul qui n'avait pas pris mon téléphone. Parce que mon père venait de m'acheter, c'était nouveau. Donc, moi, il a dit, mon père vient m'acheter un nouveau portable. Mais c'est pas après. Donc, tu as fait quoi? Tu as caché le téléphone? Donc, j'ai caché mon téléphone. Tu as caché où ça? J'ai caché dans ma poche. Ok. Donc, toi, tu n'as pas donné ton téléphone? Tu as dit que tu n'avais pas de téléphone? Je n'avais pas de téléphone. D'accord. Donc, mes amis, ils ont donné le téléphone. Donc, arrivé au Bénin maintenant, on voit la situation. On arrive, tu vois, c'est totalement différent, c'est bizarre, c'est qu'on s'attendait, c'est bizarre. Donc voilà, on arrive dans une maison inachevée même, en plus. Une maison inachevée, on arrive, on voit, on ne savait pas ce qui s'est passé en fait. Et il nous a dit, ouais, que ici, voilà, on dort ici, que mais il y a un centre ici qu'on doit s'entraîner un peu. Et après, voilà, il nous racontait des trucs qu'il ne collaient pas, tu vois. Donc voilà, et quand on est arrivé, les parents nous ont appelés pour demander si on est bien arrivé et tout. Et voilà, nous on a menti aux parents. On a dit, ouais, on a bien arrivé, tout est bien ici, tout ça. Ouais. Mais pourquoi tu n'as pas dit aux parents ce qui se passait là? Je sais pas. Tu voulais juste les rassurer, ils ont déjà dépensé de l'argent, ils ont tout mis en place pour ça, donc ouais. Mais je savais que j'étais petit, mais je voyais la difficulté de mes parents. Côté financier, je savais que c'était chaud. D'accord. Donc voilà, je savais si je leur disais que voilà, tout s'est mal passé, ça va commencer à zéro, je vais venir à Abidjan, ils vont payer encore la scolarité, tout ça. Donc du coup, on a dit comme ça, tout était bien, tout ça. Donc il a dit ok, que c'est pas l'endroit en fait, que l'endroit même se trouve à Cotonou. Que le lendemain, on va aller à Cotonou. Donc voilà, mais après j'ai pleuré, mais quand j'ai vu le coin, nous tous on pleurait. Ouais, parce que en fait tu quittes à Bobo, tu t'es dit tu vas dans un bon coin et puis tu vas là-bas, parfois même peut-être c'était pire même que ce que tu voyais à Bobo, donc tu t'es dit punaise, qu'est-ce qui se passe quoi? C'était vraiment pire. Donc, ok, et tu connaissais personne? Non, personne. En plus. Même les 9 autres là, je les connaissais pas. Tu les connaissais pas, donc vous êtes tous connus là quoi. Donc qu'est-ce qui se passe la première nuit? Vous ne vous dites pas vous allez fuir ou vous attendez juste quoi? On était encore sur le choc en fait. D'accord. Genre, on croyait pas, on était encore sur le choc. Et voilà, chacun pleurait de son côté. Moi, je m'appelle. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et il a dit non, au fait, le coin se trouve à Cotonou. D'accord. Donc, le lendemain, on doit prendre un bus encore pour aller à Cotonou. C'est comme ça, on arrive à Cotonou. Le lendemain, il nous envoie dans une maison. Ok. Une maison. Et dans la maison... Cette fois, elle n'était pas inachevée, la maison? Non, c'était pas inachevé. Mais c'était pipi. Ah bon? Attends, qu'est-ce qui peut être pire qu'une maison inachevée? C'est-à-dire, dans la maison,
au fait, c'était une villa. D'accord. Et il y avait des gens qui habitaient là-bas. Maintenant, dans la maison, il y avait un coin où les gars déposaient, par exemple, les trucs qu'ils n'utilisent pas. Ils avaient un magasin. Comme une forme de débarras, quoi. Voilà, ils avaient un magasin. Les trucs qu'ils n'utilisent pas, par exemple, les meubles, tout ça, les trucs gâtés. Donc, c'est là-bas. C'est là-bas que vous dormiez? Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas qu'ils vous ont mis? Ouais, c'est là-bas. Dans le débarras où on met les affaires dont on se débarrasse, quoi. Ouais. Les 10 enfants? Ouais. Punaise. Donc, du coup, il nous a déposé là et il a disparu. Non, attends. Sérieux? Ouais. Attends, tu as 12 ans, 13 ans, Ouais. on te prend, tu arrives au Bénin, il va te mettre dans un débarras avec 9 autres enfants et il disparaît. Ouais. Mais là, en ce moment-là, comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'était... Non, parce qu'on m'a dit que tu avais vécu une histoire, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ouais, c'était chaud. Et voilà, je pense que, comme on dit chez nous, tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Dieu avait déjà tracé son plan. D'accord, mais là, Donc, du coup, voilà. qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que le monsieur a disparu, que vous êtes dans un endroit que vous ne connaissez pas? Au fait, il a loué le coin là pour 6 mois. Pour 6 mois, d'accord. Et voilà, il est parti. Il a loué le coin là pour 6 mois et il est parti. Donc on se réveille, on ne le voit pas. Mais tu vois, maintenant, parmi nous, il y avait 2 ou 3 qui étaient un peu plus âgés que nous. D'accord. Donc c'était eux les responsables. C'est eux qui prenaient les décisions, tout ça. Voilà quoi. Donc ils nous ont dit, ah voilà, les gars, il a fui, il est parti. On ne sait pas ce qui se passe, tout ça. Donc on a fait une réunion. Ils nous ont appelé, les grands là. Ils nous ont appelé, ils ont dit, ah, qui sont ceux qui veulent rentrer? Genre, qui sont ceux qui veulent rentrer à Abidjan, tout ça. Et parce que les gars ont vu c'est un faux type, tout ça. Donc, quand moi je regarde la situation de mes parents, ils arrivent ici, et puis bon, voilà. Ils savent même pour payer même la scolarité, ça est chaud. Tout ça. Et il ne pas mentir, là-bas, c'est comme si tu étais livré à moi-même. Tu un peu, pas que tu es libre, mais. Un peu quand même. Voilà. Il me disait que, bon, ici, mes parents sont mal là, hein, donc, du coup, il y a 5 qui ont décidé ils veulent rentrer. D'accord. D'autres, ils ont dit non, ils vont rentrer. Ils sont rentrés. Et comment ils sont rentrés? Comment ça s'est organisé pour qu'ils puissent revenir à Abidjan? C'est pas sur le champ, ils sont rentrés. Ok. On est resté près de 3 mois. 3-4 mois. Comme et ça. Pendant ces 3 mois, vous avez fait quoi à peu près? Pendant les 4 mois, comme on venait fraîchement d'arriver, chacun avait un peu d'argent. Les parents, forcément, ils nous donnent quand tu voyager. Puis te donner les 20 000. Donc, on avait un peu chacun. Donc, on cotisait entre nous et on achetait la nourriture pour mettre dans la maison. C'est ça. Entre nous. Et voilà, où ça va, c'est compliqué, c'est où l'argent là est fini là maintenant. Mais entre-temps, les parents, ils appellent, qu'est-ce que vous leur dites? Non, les parents, on les rassurait, on disait, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes fort, hein? À 12 ans, là. On disait que tout va bien. D'accord. Tout ça. Et quand l'argent est fini maintenant, c'est là, maintenant c'est chaud. On n'a plus l'argent. L'argent est fini au bout de quoi? 3 mois? Ouais, on payait, on cotisait entre nous un peu. Et voilà, on n'a plus l'argent maintenant. Les parents sont beaucoup au courant qu'on est dans cette situation. Maintenant, c'est chaud. On se regarde. On fait comment? Les grands, ils ont décidé de dire, c'est mieux, on va dire aux parents que c'est chaud. Donc, comme par hasard, mon téléphone que j'avais gardé, donc on a utilisé mon téléphone. On a payé 4 SIM, et voilà, on a payé les parents pour leur expliquer la situation. Et voilà, c'est comme ça, tout s'est passé et tout. Donc, voilà, les parents étaient vraiment déçus, c'était découragé même. J'imagine. Ouais. Donc, mon père m'a dit d'entrer. Les parents disaient d'entrer. Que voilà, c'est la vie, ça n'a pas marché, mais on peut toujours reprendre à zéro. Donc, Dieu l'a compris. Mais après, nous, on a dit non, caresse un peu. Donc, comme ça, on faisait les petits boulots. Quoi comme boulot? Moi, particulièrement, je faisais du lavage. Lavage voiture. Des voitures. Je faisais le lavage des voitures. Et il y avait une dame qui vendait de la nourriture là où on habitait. Elle vendait de la nourriture les soirs à 23h. 23h, 24h. Donc, du coup, moi, j'allais l'aider aussi. À faire la vaisselle et tout. Quand les clients viennent acheter la nourriture, tout ça. Moi, j'étais là. Moi, je lave les assiettes et tout. Wow. Et après, voilà, quand je dois rentrer, j'ai rentré peut-être à 3h, je pense, 3h, 4h comme ça.
Elle me donnait la nourriture plus 500 ou 1000 francs, ça dépend. Attends, ça, on est en 2024, hein. C'est il y a 10 ans seulement. C'est pas comme si c'est à 20 ans ou 30 ans, il y a 10 ans seulement que ça se passait. Ouais. Et toi, à cette époque-là, pendant ces 3 mois, je pense que ça devrait être les 3 mois les plus difficiles de ta vie. Ouais. Qu'est-ce qui te passait dans la tête? Comment tu te sentais? Qu'est-ce que tu te disais? Parce que là, finalement, tu ne jouais même plus au foot. Ouais. Il fallait chercher à manger. Quelles étaient les pensées que tu avais? Sans te mentir, moi, c'est comme je ne savais pas ce qui s'est passé, en fait. Ah bon, ouais. Ouais. Tu vivais seulement. Ouais, je vivais seulement. Mm. Je ne savais pas, comme s'il n'était pas conscient de la situation. D'accord. J'étais juste là. C'était chaud, mais voilà quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne voulais pas rentrer. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui te tenait au Bénin? Est-ce que c'était parce que finalement, ton envie d'être libre était beaucoup? Ouais. Donc tu te disais, tu es ici au moins, tu te débrouilles, tu es seul, tu fais tes trucs. Ouais, parce que à la base, mon père, il est décédé maintenant, mon père. Personnel. Mon père, il était un peu dur à moi, en fait. D'accord. Parce que vous savez, je suis né à Bobo. Et voilà. C'est pas vraiment. Si ton éducation n'est pas trop ça, tu peux facilement rentrer dans des trucs bizarres. C'est ça. Donc mon père, il était vraiment sévère. Donc voilà, moi, j'étais pas comme mes amis. Moi, je sortais pas du tout. D'accord. J'étais un gars toujours à la maison, ici, toujours dedans. Je ne sors pas. Ah bon? Ouais. Quand tu sors, c'est juste pour aller travailler, laver les voitures, aller travailler chez Abidjan, la dame. il parle Abidjan, tu parles d'Abidjan, d'accord. Abidjan, à la base, j'étais un gars qui quitte à l'école, il vient à la maison. C'est fini. D'accord. Si tu me vois au dehors, c'est que mon père n'est pas là. D'accord. Après 18h, tu me vois au dehors, c'est que mon père n'est pas là. D'accord. Sinon, je suis tout le temps à la maison. Donc, je n'étais pas vraiment libre. Moi, mes amis, ils jouaient au foot jusqu'à peut-être 20h. Quand, par exemple, il y a la fête de fin d'année, le 1er janvier, ça va dire peut-être de 22h que mes amis sortent. Genre, mais moi, à partir de 20h, moi, je dois rentrer à la maison. Bon, même pendant les fêtes de fin d'année et tout. Donc, du coup, le fait que ton papa ait été strict avec toi, ça t'a donné une forme de... Comment je peux dire? Ça t'a donné une ligne de conduite. Ouais. Et quand tu arrives au Bénin, tu te dis là, finalement, tu peux avoir un peu plus de temps pour toi, pour vivre un peu comme tu sentais. Ouais. Donc, c'est ce qui t'a poussé à ne pas repartir en Côte d'Ivoire quand tu es au Bénin. Maintenant, ça faisait partie aussi. Non, ça faisait partie. Il y avait d'autres raisons, lesquelles? Ouais, parce que bon, comme je disais, je connaissais la situation de mes parents. Je savais que c'était chaud. Donc, je me disais, voilà, je vais les mettre encore dans les difficultés parce qu'ils sont obligés de me mettre à l'école, bien sûr. Et ils n'ont pas vraiment les moyens, mais voilà, ça va être compliqué. Donc, je me disais, ici, là-bas, bon, ils ne dépensent pas sur moi, tout ça. Bon, voilà quoi. Tu avais le souci de ne pas être un poids pour ta famille. Ouais. Donc, c'est à quel moment ça commence à aller mieux quand tu es à Cotonou? Okay. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui te permet de sortir de là? Et déjà, combien de temps tu as fait à travailler en tant que laveur de véhicules et à travailler chez la dame qui faisait la cuisine? Ça a duré combien de temps à peu près? Bon, ça fait près, 6 mois. 6 mois. Ouais. J'ai resté 6 mois dans ça. Ouais, parce qu'on faisait, au fait, moi je faisais, parce que mes amis, ils faisaient pas tout ça. Mais moi, je faisais ça. Donc, je faisais plusieurs trucs à la fois. J'allais travailler, et comment on appelle? Je faisais le lavage de voiture. Et il y avait une dame aussi une dame, je pense qu'elle est ivoirienne, elle vendait de la tchéké. Et voilà, j'ai partais l'aider aussi. Parce que c'était à côté de l'endroit où je faisais du lavage. D'accord. Donc, du coup, quand il n'y a pas de client, quand il n'y a pas de véhicule, je m'assois là-bas pour suivre son article aussi. Ok. Et quand tu faisais le lavage, tu gagnais combien comme ça à peu près par jour? Bon, il faut me donner 500 ou 1000 francs. Pour les lavages de voiture? Pour le lavage, 500 et 1000 francs par jour. En gros, tu cherchais de quoi manger. Ouais. C'était que ça. Bon, quoi. C'était que ça. Que ce qu'il y avait trouvé pour manger. Ok. Et au bout des 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, un jour, j'étais à la maison. Je me rappelle, j'avais faim même. J'étais couché. J'étais dans la maison et voilà, je vois mes amis, ils arrivent. Et c'était sorti. Moi, j'avais faim, j'étais couché dans la maison là-bas. D'accord. Donc, je vois, ils arrivent, et puis ils ont commencé à parler. Moi, ils dormaient, ils m'ont réveillé. Que nous ont trouvé un gars, tout ça. Le gars les a approchés. Et voilà, il les a demandé ce qu'ils font ici. Et ils ont expliqué. D'accord. Donc, le gars en question disait qu'il veut voir là où ils habitent, là où on habitait. D'accord. Et le gars est venu. Il a vu là où on habitait. Le gars, il a fondu en larmes. J'imagine. Il a commencé à pleurer. Il dit, c'est pas incroyable, c'est pas normal qu'on
on soit dans cette situation-là. Plus des enfants Ouais. et tout. Donc, du coup, le gars, il ne nous connaissait pas. Hein. Il a loué une maison pour nous, une maison normale. D'accord. Une maison, et il nous donnait la nourriture. Maintenant, le gars, comme par hasard, le gars, il a vécu à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, c'est un Béninois, mais il a vécu en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, quand mes amis marchaient, ils parlaient, donc par l'accent, il a capté que ce sont les Ivoiriens. Donc, il les a approchés pour dire, ah, vous faites quoi ici? Donc, il a expliqué, c'est comme ça, on a été arnaqués et tout. Donc, il est venu voir l'endroit où nous dormions. Donc, il a vu le coin, voilà, le gars, il a fondu en larmes et il a loué une maison et il nous apportait la nourriture. Tous les jours. Tous les jours. Il disait si la nourriture finissait, qu'on le dise, lui, il va toujours envoyer de la nourriture. Sans même connaître nos parents, hein, sans même savoir si voilà, on le mentait ou pas. C'était un bon samaritain, ce Ouais. monsieur. Donc, voilà, il a vécu ici. Voilà, il dit que les Ivoiriens l'ont vraiment bien accueilli ici. Parce que son papa était ambassadeur du Bénin ici. D'accord. Ah, ok, donc c'est Ouais. quand même quelqu'un de Ouais. connu, quoi. Quand on parle de l'hospitalité des Ivoiriens, vous voyez, ça nous suit un peu partout. En Donc, tout cas, soyons ouais. hospitaliers toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il vous prend en charge? Est-ce que c'est lui qui vous permet de retourner sur le stade? Il Ouais. vous trouve un club? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Bon, lui, au fait, à la base, c'est un fan de foot. C'est un fan de foot, C'est un d'accord. fan de foot. Lui, il a joué le foot aussi, mais pour fan. Ok, c'est quoi son nom, ce monsieur? Il s'appelle Didier. Didier. Didier Sourou. Didier Soro. Sourou. Wilfried. Non, mais franchement, Didier Soro, Wilfried, merci beaucoup. En tout cas, toute la nation ivoirienne te dit merci pour ce que tu as fait pour Adengra et puis ses amis à l'époque. Franchement, c'est Ouais. super. Merci beaucoup. Donc, Didier Soro, fan de foot, Donc, il fait quoi exactement voilà. pour vous? Comme lui, il est un fan du foot et lui, il a dit comme ça que, voilà, on était 10. Il a dit, ah, nous-mêmes, on fait déjà une équipe même. C'est ça? Donc, il a dit, ok, c'est comme ça, lui, on va commencer à s'entraîner alors. Genre, on va commencer à s'entraîner ensemble. D'accord. Et voilà, donc, non, c'est les on partait s'entraîner, nous, on était 10 seulement. 10, ouais. Et Mais voilà. quand il dit entraîner, c'est au quartier? Ouais, au quartier, Au on jouait quartier, les vous jouez les Maracana, on jouait tout les ça. Maracana au quartier. Donc, là-bas, on s'est fait des amis. Les gens nous aimaient au Bénin. D'accord. Ouais. Les gens nous aimaient. Bon, les gens, même au quartier, nous envoyaient la nourriture aussi. Parce que vous jouiez bien? Bon, Ou parce qu'ils vous appréciaient, ouais, quoi. parce Et qu'il puis nous ils connaissaient appréciait, il aussi connaissait Didier. la situation, tout ça. Donc, du coup, il a dit, ok, c'est venu dans la pensée à faire un centre D'accord. de formation. Ok. Donc, on était 10 au départ et au fur et à mesure, on devenait 12, 13 et on a créé les centres. Cette photo que vous venez de montrer là, C'était dans le centre. c'est nous Est-ce la qu'on peut créé. remettre on peut remettre la photo? Donc, il a créé ce centre-là à travers nous. C'est nous, on a créé ce centre-là D'accord. et on s'entraînait là-bas. Et voilà, on était 10 au départ. Après, d'autres Béninois se sont rejoints à nous. Et voilà, on s'est fait enregistrer à la fédération. Tout ça, au fur et à mesure. On a commencé à jouer les petits tournois pour se faire connaître. On a commencé à gagner tout le monde. Donc, les gens maintenant commencent à avoir l'œil sur nous. Et voilà, c'est là tout est parti. Et toi, tu jouais toujours à ta même position? Non, là-bas, Tu jouais à quelle position? je jouais au milieu. Au milieu, d'accord. Et j'étais trop mince même, en fait, quand j'étais plus petit. C'est ça. Donc, au milieu, on me bousculait un peu beaucoup. Donc, comme ça, le coach, il a dit, il y avait un match, comme ça, il a dit, toi, on te bouscule trop, mais va jouer de ce côté-là. C'est ça. Ah, c'est Ouais. comme ça que tu t'es retrouvé Ouais. sur le côté. Donc, il m'a mis sur le côté. Et voilà, c'est là-bas. C'est sans ça, j'ai commencé à jouer de ce côté-là. Je suis un peu bouleversé par ton histoire. En tout cas, merci de la partager avec nous. Donc, vous évoluez, tout le monde commence à vous remarquer, vous gagnez tous les matchs et tout. Et que se passe-t-il ensuite? Ensuite, ils organisent des tournois et il y avait des recruteurs qui commencent à venir, Ok, pour Regardez venir vous voir. le tournoi et tout. Et voilà, il y a eu pas mal de propositions. Étant jeune, il a même failli aller à Marseille, D'accord. étant au Bénin. Autant au Bénin déjà. Oui. Mais pourquoi tu dis failli? Parce que voilà, il y a eu un problème de visa. Il n'a pas reçu le Tu n'as visa. pas reçu le visa. Mais entre-temps, et puis on va continuer, le gars qui vous a fait venir Ouais. au Bénin, vous n'avez plus d'informations Non, sur plus lui. d'informations. Plus d'informations. Et voilà, après les parents, quand les parents étaient au courant, les parents sont entrés en contact avec les gens et ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi, ils l'ont Ouais, retrouvé. Ils l'ont retrouvé. Ils m'appellent, ils l'ont envoyé même à la police. Il était en prison. Et parmi nous, il y avait un gars, sa mère était proche au coach. Au coach, d'accord. Donc,
voilà, il a eu un peu pitié du gars, Toujours ça, quoi. malgré tout. Voilà, la dame, elle a dit, voilà, de toutes les façons, le fait est déjà fait. Donc ils l'ont lâché. Donc, ça ne sert vraiment à Il rien. s'appelle comment, le monsieur? Bon, il n'y a pas envie de dire T'as ça. pas envie de dire son nom, je peux comprendre. Sinon, on a eu le démasqué ici. Mais bon, j'espère qu'il n'a pas refait ça avec d'autres enfants derrière, parce qu'il y en a beaucoup comme ça, des coachs véreux. Donc, on va le mettre de côté et on va revenir à l'histoire. Donc, tu as failli aller à Marseille. Pour un problème de visa, tu n'as pas pu partir à Marseille. Ouais. Et donc, c'est facile après. Il y a d'autres recruteurs qui viennent te voir. Ouais. Après Marseille, voilà, il y a eu d'autres agents qui voulaient m'envoyer au Portugal, tout ça, mais tout s'est pas bien passé. Et un jour comme ça, le monsieur, le Didier, il a vu sur, je sais pas si c'était Facebook, un tournoi au Ghana. D'accord. C'est Facebook comme ça. Et parce que moi, je vivais chez lui. Après quand où on était logé, où il nous a logé, après moi, il m'a pris. Il m'a envoyé chez lui. Et toi, tu jouais spécialement? Bon. Tu étais bien, quoi. Ouais, moi, tu sortais pas trop. Pourquoi c'est toi spécialement qui vivais chez lui et pas les autres? c'est ma chance. C'est ta chance, ouais. Donc lui m'a pris spécialement, il vivait chez lui-même. D'accord. Et sa famille, tout ça. Donc après, voilà, il a vu le tournoi sur Internet. Il m'a dit, ah Simon, il y avait un tournoi au Ghana. Bon, il pense qu'on doit aller participer. D'accord. Il n'était pas vraiment chaud parce que il a dit c'est pas notre catégorie. C'était les plus grands. C'était les plus grands. Il a Toi, dit, tu jouais déjà bien. Bon. Donc moi, il disait, ah, Prési, même si on l'appelle, moi, il l'appelle Prési. Donc il disait, ah, Prési, mais si c'est plus grand, tiens, on va partir en jouer. Qu'on ne sait jamais. Exact. Donc, arrivé au Ghana, à Accra, on joue le tournoi. Et voilà, on a joué le premier match, le deuxième match. Et il y a un recruteur qui avait me parler en anglais. Bon, à ce temps, il ne comprenait pas anglais. S'il parlait, moi, il ne comprenais pas. Tu as compris, tu ne comprenais pas ce qu'il disait? Mais il me parlait. Ok. Et après, j'ai entendu, il dit non, que voilà, il y a un centre de formation au Ghana. Et voilà, il veut me voir plus. Donc, il veut inviter le groupe, au fait, pour aller jouer contre eux. C'est ça, on allait jouer au Ghana. Donc, eux, ils payent tout. Ouais. Le transport. Bon, après, Cotonou, Accra, c'est pas loin. Parce qu'on allait en car aussi. On était déjà au Ghana pour le tournoi. Oui, pour le tournoi. Le tournoi. Et c'est dans le tournoi qu'il m'a repéré. Donc, il a parlé aux dirigeants pour qu'on puisse venir dans le centre de formation pour jouer un match pour qu'ils puissent me voir encore à nouveau. D'accord. Et c'est là ça qu'on allait jouer contre eux. Et voilà, on a perdu 5-0. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ah, c'était trop le niveau était trop fort, le niveau était trop haut, quoi. Non, c'est pas le même niveau même. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, parce qu'ils étaient plus grands déjà. Ouais, et puis bon, c'est académie, tu vois, ils mangent ensemble, tout ça. Donc ils ont une forte communion entre eux, quoi. Donc c'est ça, et voilà, je suis resté. Au Ghana finalement? Ouais, je suis resté. Après la défaite? Après le tournoi, là, on est tous rentrés ensemble et moi je suis revenu faire une semaine de tests. De tests avec le même monsieur? Ou avec... Non, avec l'académie. Avec l'académie. Ouais. Je suis revenu dans l'académie pour un essai. D'accord. Une semaine. Et c'est ça, voilà, j'ai été retenu pour les tests et ils m'ont fait signer dans l'académie. Dans l'académie. C'est quoi le nom de l'académie? Right to Dream. Ok. Yeah, Right to Dream. Right to Dream Academy. Ok, académie. Droit de rêve. Le droit de rêver, académie. Ok. Donc ça t'a permis de rêver en étant là-bas. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'académie t'a apporté? Bon, l'académie m'a appris beaucoup de choses. D'abord, être reconnaissant dans la vie. D'accord. Être reconnaissant tout ce que tu as, même si c'est un peu. Pour être reconnaissant parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas ça. Et là-bas, on était comme une famille. Parce que arrivé là-bas, j'ai trouvé des Ivoiriens aussi. D'accord. Même il y a un de mes coéquipiers actuellement en sélection. Je l'ai connu là-bas. Il l'a connu là-bas. Ouais. Et tu restes combien de temps dans l'académie? J'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. Ok. Et après les 2 ans et demi? Après les 2 ans et demi, je pars au Danemark. Ah, là le visa marche cette fois. Ouais. Tu joues dans quel club au Danemark? Au Danemark, j'ai joué avec Norgeland. Ok. Au départ, j'ai signé, mais j'ai joué avec les plus jeunes. Voilà. Et voilà, j'ai fait 6 mois les plus jeunes et... On va dire quoi, tu avais 16 ans quand tu partais au Danemark à peu près? Non, j'avais presque 18 ans comme ça. Presque 18 ans. Ouais. Donc du temps s'est écoulé, quoi. Ouais, après c'est 18 ans. Donc voilà, j'étais au Danemark, j'ai joué avec les jeunes et la première fois qu'ils ont décidé de me mettre avec les pros, je me suis fracturé le bras. Waouh! Ouais. Ah, c'est les points de suture là qu'on voit. Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, c'est à l'entraînement. En entraînement, mon frère cassé. Waouh!
Donc, voilà, j'ai cassé le bras et je devais pas jouer pendant 6 mois. Pendant 6 mois, donc tu es resté alité au lit pendant 6 mois et tout ça. Bon, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé au Bénin, tout ce qui s'est passé au Ghana. Franchement, ton histoire est très, très touchante. Tout ça, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, toi, aujourd'hui? Parce que ça a réellement forgé la personne que tu es aujourd'hui ici. Tu es le Simon Adingra qui a la tête sur les épaules, qui est tranquille malgré tout. C'est aussi par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Je pense que côté mental, ça m'a plus montré la valeur de la vie, normalement, la valeur de la vie. D'accord. Comme je disais, être reconnaissant. Voilà. Même si tu es un peu, être reconnaissant. Parce que voilà, il y a d'autres qui n'ont pas vraiment ce que tu as. Voilà, et voilà, cette expérience aussi m'a permis d'être humble aussi. D'accord. D'être humble et avoir la tête sur les épaules. Ça veut dire que Adingra peut avoir tous les milliards du monde, tu auras toujours la tête sur les épaules parce que tu sais d'où tu viens. Ouais. Et ça te permet de réaliser que la vie ne tient qu'à un fil au final. Ouais. Tout peut basculer à tout moment. C'est ça. Bon, tout a basculé quand tu t'étais fait la blessure. Et là, tu restes alité 6 mois. Tu ne te dis pas un moment, punaise, j'ai pas la chance, j'ai pas l'oc. Punaise, est-ce que j'ai chié à l'église ou tu t'es pas dit des choses comme ça? Non, ça va, oui, je me suis dit ça. Tu t'es dit ça? Ouais. Parce que c'était période, tu vois, il faisait vraiment froid. Froid et tout ça. C'était l'hiver. Et au Danemark, il fait vraiment froid. Et voilà, j'étais même peut-être dans une dépression, peut-être. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, je me disais, pourquoi toujours moi, les trucs comme ça? Peut-être que le foot, c'est pas pour toi, quoi. Moi, tout ça. Je me posais 1000 questions. Ouais. Et comment tu en es sorti? Bon, les médecins ont fait le nécessaire. Tu es sorti au bout des 6 mois à peu près. Et du coup, tu as pu jouer, voilà. Tu as pu être sélectionné et tout. Donc, du coup, j'ai commencé petit à petit. Et on me faisait... Je rentrais dans la liste. Le coach m'appelait souvent. Et voilà, c'est parti. J'ai fait mes débuts. J'ai marqué mon premier but le jour de mon premier match. Ah, génial. C'est là tout a commencé. Aujourd'hui, c'est là. Tu es là. Et il y a d'autres recruteurs qui t'ont, du coup, parce que tu restes pas au Danemark. Après le Danemark, tu pars. Après au Danemark, Brighton. Brighton, Machette. Il t'a acheté quand même. De toutes les façons, vous pouvez trouver ça, c'est connu sur les réseaux. Il t'a acheté comme ça, tu peux nous dire, c'est connu sur les réseaux sociaux. 8 millions d'euros. Ouais, 8 millions voilà, d'euros. donc Brighton t'achète, ça veut dire que tu vaux bien, tu es un bon joueur. Ouais. Et c'est à quel moment tu reçois un appel pour être sélectionné pour l'équipe nationale ivoirienne? Parce que c'est ça qui nous a permis de te connaître davantage, en tout cas moi. Bon, c'est un rêve d'abord depuis toi-même tu voulais jouer pour l'équipe nationale, tu voulais jouer à Drogba. Ouais. Okay. Parce qu'au Bénin, mon temps au Bénin, il a failli jouer pour le Bénin. Ah bon? Ouais. Mais c'était pas béninois. Ouais, mais... mais bon, il y a toujours les moyens, quoi. Il a failli jouer pour le Bénin parce que, voilà, vu qu'il avait grandi là-bas, il connaissait la culture, tout ça. Donc, ils m'ont approché, quoi. Mais à l'époque, mon père ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il disait non de me calmer, de jouer seulement. C'est ça, il a bien fait. Ouais. Ouais, il a bien fait. Mais sur le Bénin, mais voilà, c'est notre joyau quand même. Hein. Du coup, c'est en quelle année on t'appelle pour dire, viens, tu vas faire partie de la sélection ivoirienne. Donc, tu vas t'asseoir peut-être sur les bancs dans un début et puis on va te voir. C'est en quelle année? 2023, je pense. 2023. Ouais. Donc, tu es à Brighton. Ouais. Tu joues, tu évolues bien. Oui, Brighton m'a acheté, mais ils m'ont prêté. Ils t'ont prêté? À qui? Ils m'ont prêté en Belgique. En Belgique. Oh, punaise. À l'Union. À l'Union. Ouais. Je connais pas ce club du tout. Ils m'ont prêté. Donc tu jouais à l'Union? Ouais, une saison. Une saison. C'est à l'Union que, voilà, le coach Gassé. Ah, c'est là-bas que tu as joué avec lui, donc c'est là-bas que tu l'as rencontré? Non, il n'a pas joué avec lui, c'est là-bas il m'a appelé. C'est là-bas il t'a appelé. La sélection. D'accord. Donc pendant la saison, voilà, le coach, il était à l'époque le coach de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc voilà, il m'a appelé, il m'a envoyé l'invitation. Moi, j'étais là comme ça, parce que j'ai trop espéré pour jouer la Côte d'Ivoire, mais on m'appelle jamais. C'est ça. Donc voilà, moi, il voit mon nom sur les réseaux même. Il voit mon nom, il me tag. Attends, mais tu savais pas? Non, quand la liste est sortie, tu savais pas? Il regarde pas même, on m'appelle pas. C'est ça. Donc quand tu as su qu'on t'avait appelé, tu te sentais comment? Il voit, on me tag de partout sur mon Insta. Il m'a checké, il voit. Et c'est dans la liste de quoi, tu vois. Wow. Et là, tu te sens comment? Moi, mais c'est comme je crois pas. Ah bon, tu croyais pas? Tu t'es dit peut-être que c'était une blague. Il dit, on m'a appelé. En même temps, il voit mes parents m'ont appelé, tout ça. Mes proches m'ont appelé, les gens m'ont appelé pour me féliciter, tout ça. En temps, ton papa était toujours vivant? Non, mon père est décédé en 2016. En 2016, ok.
Donc, maman elle était très contente. Ouais. Ma mère était contente et ma soeur aussi. Ma soeur qui a beaucoup fait. Elle a beaucoup fait pour moi. Elle a joué le rôle du papa en même temps. En même temps, quoi. Ouais. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai vu ça sur les réseaux et ouais, j'étais content. Et je suis arrivé en sélection. Ma première sélection, j'ai pas joué. J'étais sur le banc les Sur deux le banc, matchs. ouais, les 2 premiers matchs. Donc, voilà, c'est reparti. Il dit, pas gâté. Il est venu encore. Donc, c'est parti. Voilà, j'ai continué. Voilà, j'ai commencé à marquer des buts. Et tout ça, ils m'ont rappelé. C'était ton premier match, c'était contre quel pays? Zambie. Zambie. Au Zambie. Tu avais marqué combien de buts là? Non, j'ai pas marqué. T'as pas marqué. On a perdu le match 3-0. 3-0, oui. C'était mon premier match de la sélection là-bas. Donc voilà, c'est là-bas tout a commencé avec la sélection. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc on vient maintenant à la CAN qui a fait remuer tout. Pendant la CAN, normalement c'est Zara qui devait faire partie de la sélection. C'est toi qui dis. C'est ce que beaucoup pensent en tout cas. On dit c'est Zara, mais là, Zara, à cause d'une affaire des riz et de plein d'autres choses, il n'a pas pu. Et ben finalement, voilà, ta lumière a brillé. C'était vraiment contre le Mali, le premier match que tu jouais pendant la CAN? Non. T'avais joué avant? Oui, j'ai joué contre la Guinée. Contre la Guinée équatoriale. Je suis rentré. Là, on a perdu 4-0. Tu as senti le coup. Ouais, et là, comment tu te sens? Premier match. J'ai vécu ça. On te met sur le terrain. On prend une raclée 4-0. Là, tu t'es dit quoi? Sur le coup, chacun pensait que c'était foutu. Ouais, quand on a pris le deuxième but, c'est tout. Tout le monde était démotivé. On était découragé. Voilà, on n'avait même plus de défenseurs. Tout le monde montait, on voulait marquer. Même Fof, il vous disait pas, Non, il était abattu un peu aussi. Tout le monde était abattu. Dans les vestiaires, ça pleurait. Moi, j'ai pleuré quand j'avais mal à la tête. J'imagine. Et voilà, ce qui nous a donné encore le moral, c'est le match du Ghana. Parce que pendant qu'on pleurait, le Ghana jouait. Jouait de l'autre côté. Et quand le Ghana s'est fait éliminer, on a commencé à prendre les portables pour calculer. Chacun a commencé à calculer. De grand calculateur. Donc là, l'espoir un peu est sorti. Ouais, et c'est là, tout le monde comptait sur le Maroc. Ouais, on dit, si je la gagne, je la perds. On ne sait pas, mais chacun calcule. C'est ça. On a espéré contre le Mali, ça n'a pas marché. On a espéré contre le Cameroun, ça n'a pas marché. Notre dernier espoir au Maroc. Ils ont fait des barres en tout cas. Quand ils ont travaillé, c'était comment? quand le Maroc a fait le travail, comment vous êtes sentis? À l'hôtel, là, les gens se sont jetés dans la piscine. Ah bon? Ouais. On était trop contents. Parce qu'on se disait, là, c'est comment on devient les revenants même. Ben, c'est clair. Genre, on n'avait plus. On nous a déjà humiliés. Bon. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, puis ça nous affecte encore. Ok. Puis on a tout incité. Et là, du coup, qu'est-ce que Faye vous dit pour vous remotiver? Bon. Quels sont les mots qu'il utilise? Okay. D'abord, même après les 4-0, le coach principal, c'était Gassé. Ouais, Gassé. On apprend qu'il part. Il part. Ouais. Donc vous êtes un peu démotivé. Ouais, nous tous, en plus d'être découragés de la défaite, là, on s'est dit, c'est bizarre. Hein. Bon, on a dit que c'est Faye qui vient. Qui vient, ouais. Donc Faye prend, il nous dit, voilà, si on a l'occasion encore de faire partie du meilleur troisième, on doit se racheter. On doit montrer à la nation que c'était une erreur. C'était une erreur. Voilà. Je pense que ce sont ces mots-là qui nous ont motivés. Qui vous ont motivés. Parce qu'on devait prouver que c'était une erreur et pas coup. Ouais. Ok. On va parler de ça là, mais c'est quoi l'ambiance avec les autres coéquipiers? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui tu t'entends très bien, ou bien même dans l'équipe encore, tu es toujours dans ton coin à faire tes choses? Comment tu t'entends avec Gradel, avec Fofana, tout ça? C'est quoi l'ambiance? Bon, en tout cas, l'ambiance, ça va, ça va. Mais il y a des... Parce qu'en Belgique, j'ai joué avec Lazare. Oui. Donc, j'étais plus proche de Lazare. Tu étais plus proche de lui, quoi. Ouais. Tu es toujours plus proche Sinon, de lui. je parle avec les autres aussi. Ok. Mais un peu plus proche de Lazare. Ok, super. Donc, on avance. Après que le Maroc nous sauve, on retrouve le Sénégal. Ouais. Au Sénégal, on ne croyait pas. Hein. Vous-même, vous ne croyez pas. Vous-même, vous ne croyez pas, sérieux. Bon, en tout cas, moi, j'ai entendu que le Sénégal n'a jamais gagné. C'est là-bas que j'ai appris ça. Ah, c'est là-bas que tu as appris. Toi, mais tu ne savais pas. Moi, je suis allé à Yamoussoukro au match là. On ne croyait pas. On allait juste pour soutenir. On se disait que ça n'allait pas se passer. Et là, c'est quoi votre mindset quand vous arrivez devant le Sénégal? Parce que nous, on se disait, on est déjà mort. De toutes les façons, on est déjà mort. On nous a déjà insultés.
Bon, ce qu'on devait entendre, on a déjà entendu. C'est ça. Donc, on joue, on n'a plus de pression même. Parce qu'on se disait, si le Sénégal nous élimine, bon, la Côte d'Ivoire, ça c'est pas la même chose, quoi. Donc, voilà, on a joué sans pression. Et voilà, ça a marché pour nous. Et c'est finalement peut-être ça qui a fait que ça marchait, quoi. Ouais. Et puis, on gagne le Sénégal. Après le Sénégal, On va maintenant, au Mali. on tombe maintenant sur le Mali. Le Mali, c'était l'un des favoris mais de cette CAN-là. Une bonne équipe, en tout cas. Ouais. Maintenant, jusqu'à la 90e, là, toi, en fait, tu t'es pas découragé, tu t'es pas dit non, j'ai laissé, c'est fini, on n'était qu'à Brimo, tu te disais qu'il y avait toujours quelque chose à faire, quoi. Non, il y avait toujours espoir. Il y avait toujours espoir. Parce que de la manière dont on a été repêché, et voilà, on a pu éliminer le Sénégal, le tenant du titre. Voilà, je pense que on n'avait plus peur. C'est ça. On n'avait plus peur de comment dire, Brimo, on n'a plus peur de couteau encore. Donc on n'avait plus peur, en fait. Mais avec Fayet, vous écoutiez vraiment ce qu'il disait, où il vous mettait, le moment où il vous faisait rentrer et tout. En tout cas, ça a beaucoup joué aussi dans la victoire. Je pense que le coach aussi, c'était un challenge aussi pour lui. Pour lui, c'est ça. Parce qu'il devait avoir la confiance du président de la fédération et puis la confiance aussi des supporters. Exact. Et tout ça. Donc, lui aussi, c'était pas facile pour lui aussi. Donc voilà, je pense qu'il a su gérer, il a su nous passer les mots qu'il fallait et tout. Et voilà. Ok, donc on finit Mali, on bat le Congo, on arrive en finale Nigeria. Ouais. Nigeria, il y avait quand même un peu une petite crainte de se dire, c'est quand même un géant de l'Afrique en matière de football. Ouais, parce qu'on a perdu contre le Nigeria. Contre le Nigeria, ouais. On a perdu, mais après j'étais à la tribune, je regardais parce que j'étais blessé. D'accord. Et voilà, le Nigeria, ils avaient une bonne défense et tout. Donc les gens disaient, le Nigeria sont favoris. Ils sont favoris et tout. Mais pourtant, depuis on a été repêchés, toutes les équipes on croise, on dit qu'ils sont favoris. C'est ça. Donc nous, on ne veut pas être favoris. C'est mieux qu'on n'est pas favoris. Du coup, ça forgeait encore votre morale. Et puis vous êtes allé à fond. Beau match contre le Nigeria. Ouais. Moi, j'ai géré le stand de Dabali Express, mais pendant à Epembe, là, mais on tenait pas sur place, quoi. Ouais. Donc, on gagne la victoire. On prend la coupe. Donc, quand tu touches la coupe, parce que c'est quand même... quand tu touches la coupe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Non, moi, je voulais rentrer ça à la maison. Ah bon? À la maison? Je voulais rentrer ça à la maison, je ne veux plus donner. Tu ne veux plus donner? Non. Donc là, vous voyez le président de la République, tout se passe bien, super. Non, c'était magnifique. Surtout, remporter une canne chez soi. C'est vrai. Je pense que beaucoup ne l'ont pas fait. Donc, voilà, c'était un moment spécial pour tout le monde. Tu joues devant ta famille, tes proches, tout ça. Devant, voilà, ton président. Je pense que c'est spécial. Qu'est-ce que ta maman te dit là? Maman, elle est trop fière de moi parce que voilà, elle m'a connu, elle a connu mes difficultés et tout ça. Et elle voit aujourd'hui, voilà, ça faisait partie de mes rêves. Étant petit, la sélection de la Côte d'Ivoire, la CAN, tout ça. Donc voilà, je vivais mes rêves ici. Voilà. Avec 2 ans quand même, c'est bien, c'est une belle récompense. Donc voilà, merci bon Dieu, et voilà, on espère que ça va. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ouais. En tout cas, tu le bien dit. En tout cas, merci de nous avoir fait vibrer. Tout le pays était derrière vous. C'est vrai qu'on vous a insulté, on vous a lapidé après la Guinée équatoriale. Nous, on aime ça. Vous avez ça. Vous êtes mazo, quoi. Ouais. C'est cool. Mais chacun s'est retrouvé avec une belle enveloppe après. Ouais. Alors, quand vous êtes passé sur le PR, on sent que vous êtes sorti quelques petits trucs. On va parler des bons sujets. Ouais. Et vous êtes sorti chacun 50 millions. Toi, tu as fait quoi avec tes 50 millions? Bon, je pense que... Attends, c'était 50 millions et puis villa, non? Ouais, normalement c'était 50 millions plus une villa de 50 millions. C'est ça. Donc, ça avait fait 100 au total. Ouais. Donc, bon, quand j'ai pris l'argent, j'ai fait un don. J'ai fait un don à l'orphelinat. Quel orphelinat? Ah, c'est gentil. L'orphelinat de Benjerville. Parce que mes parents sont à Benjerville maintenant. D'accord. Donc, tu as construit une bonne maison pour... Non, j'ai pas encore construit. Tu n'as pas encore construit, ça va venir. Ouais, ça va venir. Tu vas prendre les autres 50 millions pour construire. Ouais, c'est un coup. Ok. Voilà, donc j'ai fait un don à Benjerville pour les orphelins et tout. Pourquoi tu as tenu à faire ce don-là avec l'argent? Parce que tu aurais pu t'acheter une grosse monstre, une grande voiture et tout. Pourquoi tu as voulu donner une partie de ton argent? Je pense que c'est le départ de mon père. Le départ de mon père pendant mon parcours. Parce que étant au Bénin, je me battais pour mon père. D'accord. Pour le rendre fier? Ouais, pour le rendre fier. Parce que voilà, mon père, il a connu des difficultés, des frustrations dans sa vie, tout ça. Donc du coup, je me battais
plus humain pour lui. D'accord. Et voilà, quand il est décédé, au départ même, j'étais tellement découragé que je voulais arrêter le foot parce que je me battais pour lui. Et voilà, donc je connais au fait genre ce feeling là de perdre quelqu'un. Donc du coup, quand j'ai reçu l'argent, immédiatement ça j'ai pensé. Ça c'est bien. Mais t'as pas donné tout ton argent? Non, pas Tu as fait quoi avec le reste? Bon, le reste, voilà, j'ai fait les trucs, j'ai fait mes petits trucs, voilà. Tes petits trucs. Ouais, comment? Parce que quand on te voit, t'as pas l'air dépensé. Regarde comment tu es. Tu es tout simple. Il n'y a pas de gros bijoux, de grosses montres. Tu es vraiment tout simple. Donc on se dit, mais il met son argent dans quoi? Aujourd'hui, dans quoi est-ce que tu mets ton argent? Qu'est-ce qui, à part bien sûr tes actions caritatives dont on aura le temps de parler, tu dépenses ton argent dans quoi? Moi, j'ai un planning de, voilà, si je dépense aussi sur moi. Parce que j'ai un kiné. D'accord. J'ai un kiné personnel. J'achète les trucs comment on appelle, des outils de travail, de récupération, tout ça. D'accord. Donc, voilà, je mets mon argent aussi là-bas. Et voilà, je mets de l'argent de côté pour mes petits besoins et tout. Et voilà, l'argent de côté pour les investissements, tout ça. Ah, tu investis? Bon, un peu. On va parler de ça. Petit. Un peu. Petit. C'est pour ça doit être grand. Parce que tu n'as pas peur à un moment, tu vois, il y a beaucoup des anciens footballeurs, de tes prédécesseurs, qui ont eu beaucoup d'argent, qui n'ont pas investi et qui ont perdu. Ou bien qui ont juste arrêté leur carrière, du coup, qui n'avaient plus de revenus et qui se sont retrouvés totalement sans rien. Est-ce que ça te fait pas peur de te retrouver au carreau, sans argent, et finalement, bon, tu vas pas retourner jusqu'à Bobo, mais de te retrouver sans argent après? Ouais, bien sûr. Et je peux dire, moi, j'ai la chance de côtoyer des personnes qui me conseillent beaucoup. D'accord. Voilà, des personnes avec qui je marche. Ma soeur, bien beaucoup de personnes qui me conseillent beaucoup. Et voilà, je fais vraiment attention. Je me dis, le futur, tiens, je suis plus le futur. C'est important, hein. Moi, je te conseille aussi. Sur la partie investissement, là, sinon, ça a chauffé. En faisant en préparant le podcast, on a vu sur les réseaux, ok, non, tu gagnes aujourd'hui à Brighton 2 millions. Hey. 2 millions d'euros par mois. On a tout vu. On a vu 1 million d'euros, 2 millions d'euros par mois. Amin, tu vas prendre ça. Amen. Donc bon, on sait pas c'est combien. Je suis sûr que si je te demande, tu vas pas me dire. C'est sûr. Mais peu importe ce que tu gagnes, comment est-ce que du coup tu as un peu dit avec les 100 millions, mais tu dépenses une partie sur toi pour vraiment avoir la forme, parce qu'aujourd'hui c'est ta forme qui te permet de jouer et puis d'être vendu cher. Et tu donnes toujours régulièrement comme ça un peu d'argent aux associations, à ta fondation. Je sais que tu as créé une fondation récemment, on va en parler. Donc, à part l'argent que tu dépenses sur toi, sur ta fondation, le reste, les investissements, qu'est-ce que tu fais exactement? Comme il dit, il y a des personnes qui me conseillent. Qui te conseillent, qui gèrent cette partie-là. Qui gèrent cette partie. Okay. Donc, voilà, qui me donnent des conseils, tout ça. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne lancée en tout cas. C'est une bonne lancée. Oui. Tu sens que ça va, ça se passe bien. Il y a parlé à les personnes, il y a voir et puis je te dirai. Mais est-ce que l'argent ne te monte pas à la tête à un moment donné? Non, peut-être je ne le formulerai pas comme ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'argent va représenter pour toi? Parce qu'avant tu as vécu sans argent, dans la galère, c'était compliqué. Tu as vu ton papa souffrir, peut-être ne même pas pouvoir agir et tout. Donc aujourd'hui l'argent c'est quoi pour toi? Parce que de nos jours, l'argent est indispensable. C'est sûr. Parce que à l'époque, je pense que si j'avais un peu ce que je gagne maintenant, je pouvais peut-être, je ne peux pas dire sauver mon père, mais voilà quoi, je pouvais aider mon père à aller dans les frais hôpitaux et tout. Parce que mon père, il est décédé d'une comment on dit là, diabète. Diabète, ouais, tu aurais pu gérer ses soins et tout ça. Ouais, donc s'il y avait l'argent, je pense que voilà, il pouvait faire mon possible. Donc voilà, l'argent est important en tout cas. L'argent est important. C'est génial. Et dans ta carrière aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Tu rêvais de jouer en sélection ivoirienne, tu rêvais de gagner la CAN, au moins une CAN, c'est bon.
Je pense que tu rêves aussi de gagner la Coupe du Monde avec la sélection Ouais, ivoirienne. ouais. Et c'est quoi tes rêves? Est-ce qu'il y a un club dans lequel tu vas partir? Beaucoup on dit il doit aller à Marseille, il doit quitter Brighton et tout. C'est quoi aujourd'hui tes rêves pour ta carrière? Bon, en tout cas, avec la sélection, je vais être régulier. C'est ça. Je vais être régulier en sélection et voilà les projets, les ambitions. Quand tu es régulier, tu as toujours des ambitions. Donc, je vais être régulier pour commencer d'abord. Je vais être régulier. Pour toi, ta priorité, c'est vraiment la sélection. Ouais, je vais être régulier et voilà. En club, bien évidemment, je vais être dans les plus grands clubs. Je vais jouer la Ligue des Champions et tout. Et c'est quoi ton club de rêve aujourd'hui? Bah, en tout cas, il y a beaucoup de clubs de rêve. Ah bon, lesquels? Cite seulement 2 ou 3. Ah, il y a beaucoup de clubs de rêve. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup. Je vais te montrer une image. Quand on préparait également ce podcast, on a cherché juste Simon Adingra. Et puis, la première chose que les gens cherchent, c'est Simon Adingra, femme actuelle. Simon Adingra, copine. Simon Adingra, qui a pris son cœur. Et il y a cette image qui revenait partout. Cette image, donc, est-ce que c'est elle qui a pris ton cœur? Non. Mais c'est quoi du coup l'histoire avec... Là, c'est Marlène, Miss Côte d'Ivoire, je me rappelle plus trop l'année. C'est quoi l'histoire entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un petit... Là, tu dois casser le papeau maintenant. Non, moi, le concerné même, il ne sait pas. Toi-même, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, il voit, comme toi, il voit aussi. Ah bon? Donc, il n'y a rien eu avec Marlène, rien du tout. Mais aujourd'hui, on sait que la plupart des footballeurs, les femmes prennent pas mal aussi de leur temps. Et les femmes ont une place importante dans leur vie. Toi, aujourd'hui, il y a une go quand même qui a pris ton cœur. Mago. Ah, tu as dit à ta go? Ouais. Donc, tu n'es plus un cœur à prendre? Non. Toi aussi, mais la go, on l'a jamais vu, tu l'as jamais montré, rien du tout. Non, en tout cas, il y a Mago. Ah, donc tu n'es plus un cœur à prendre? Non. Ah, toi aussi, tu as fait beaucoup de déceptions, c'est pas possible ça. Donc, c'est pas Marlène en tout cas, non, ouais. Mais c'est une autre. Elle est avec toi? Ouais, elle est moi. Là-bas? En tout cas, elle est moi. Tiens, tu donnes pas un faux, hein. Elle est moi. Elle est avec toi. Donc, tu n'as plus un cœur à prendre. Mais c'est dommage. Je pensais qu'il était encore un cœur à prendre. J'ai tenté d'essayer de tirer les infos pour vous, mais bon. Donc, Adingra est déjà quelqu'un, c'est bouclé. Donc, on peut passer à l'image suivante. Voilà, ça, c'est une autre image que j'ai trouvée assez touchante. Tu peux nous dire c'est qui cette fille et c'était à quelle occasion que tu avais pris cette photo? Bah, ça, elle s'appelle Péché. D'accord. C'est une Ghanéenne. Et elle a fait un accident de voiture. Et voilà, Bon, c'est trop dramatique même. C'est trop dramatique. Ouais, Qu'est-ce qui s'était passé? Dans la voiture, il y a eu 20 décès dans la voiture. Wow. Et elle a perdu son pied, son jambe. Sa jambe. Ouais, je vois qu'elle a une seule jambe là. Elle a perdu sa jambe. D'accord. Et voilà, moi j'ai appris ça. Et on devait l'envoyer en Angleterre. Parce que voilà, pour l'aider à faire les trucs pour son pied. Donc du coup, moi j'ai entendu le truc et je suis rentré en contact avec cette personne qui la gère et tout. Et voilà. Et tu as pris ça, Ouais. tous les coûts d'opération et tout en charge. Donc ils l'ont envoyé en Angleterre et ça, il a visité là-bas. D'accord. Donc cette photo-là, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre que tu as pris ça Oui. quand tu allais la visiter. Je vois vraiment que tu as vraiment pour envie d'aider les gens à avoir une meilleure vie, de permettre aux gens, peut-être les plus démunis, de pouvoir avoir accès à des choses dont ils n'ont pas. Tu nous as un peu dit pourquoi. C'est aussi par rapport à ton histoire, à ce que tu as vécu. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui te poussent à autant vouloir donner auprès de toi? Ouais. Je me rappelle quand j'étais encore petit, même si j'avais des envies, mais à cause de la situation, je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais faire. D'accord. Voilà, j'avais des envies, sortir aussi, aller dans les coins, mais voilà, quand tu vois que c'est chaud à la maison, tu vois, tu peux pas vraiment demander beaucoup de choses à tes parents. Donc du coup, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai commencé ma carrière et voilà, le peu que je gagne, voilà, j'essaie d'aider un peu les personnes que je peux en ce moment. Ouais. Ok, mais c'est vraiment important pour toi. Et dans cette aide-là, est-ce que tu as des projets à venir? Tu as des choses que tu veux faire qui vont venir bientôt? Ouais, il y a des idées. Voilà, j'ai ma fondation et voilà, j'ai pas encore trouvé le but même de la fondation. D'accord. Voilà, mais
Mais ta fondation, elle fait quoi exactement aujourd'hui? Ouais, c'est ça, j'ai dit. J'ai Ok. pas encore le but, j'ai pas encore le but même de la fondation. de la fondation. Parce que au départ, je voulais créer une clinique je sais pas, pour des gens qui souffrent de diabète, tu vois, parce que mon père, il est décédé par cette maladie-là. Donc, à la base, voilà, comme c'est ça l'idée, quoi. Donc, c'est un peu ça. Mais entre-temps, ça va être quoi les actions à peu près de cette fondation? Vous allez aider les orphelins, aller dans des orphelinats, faire ce genre d'actions, peut-être des tournois de Maracana aussi, dans des quartiers défavorisés et tout ça. Ouais. S'il y a une chose que tu devrais refaire, tu n'as que 22 ans, donc tu as encore des années à vivre. S'il y a une chose que tu dois refaire dans ta vie, ce serait quoi? Profiter plus de mon papa. Profiter plus de ton papa. Ouais. On sent que sa disparition t'a beaucoup affecté. Ouais. Puisque tu faisais tout pour t'en sortir pour lui, maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que cette envie t'anime toujours ou tu as trouvé une autre motivation qui te pousse vraiment à te dépasser? Bon, ouais, j'ai trouvé une autre motivation de pouvoir garder le nom Adengra qui portait. Le nom Adengra. Ouais. Et là, tu l'as porté très haut de toutes les façons. Et pour tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent aussi devenir footballeurs. Il y en a qui veulent embrasser cette carrière-là. Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Que je peux dire, c'est de toujours croire en eux. Voilà. Le foot, à la base, c'est comment on dit, c'était un jeu, mais le foot aujourd'hui, c'est un métier. Et voilà, il y a des hauts et des bas. Ça peut ne pas être facile, mais je pense que si tu crois, voilà, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Ouais, avec toi, on a vu qu'il y a de l'espoir. Ouais, il y a toujours de l'espoir. La grande question que beaucoup de personnes se posent sur les footballeurs, c'est de se dire que ce sont des gens qui souvent sont dans le m'as-tu vu, qui achètent beaucoup de bling-bling. Tu vois, de grosses voitures, de grosses montres et tout ça. Pourquoi toi, tu n'achètes pas ce genre de choses? En tout cas, j'ai pas l'impression de te voir en train de montrer tout ça. Je pense que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bien, on travaille tous, on est tous des pros et chacun utilise son argent comme il peut. Comme il pense. Ouais, comme il pense. Donc voilà, tu peux choisir. On a tous des projets ou même des visions différentes. Toi, ta vision, c'est pas d'acheter tout ça? Non. Pourquoi pas spécialement? Pas pour le moment. Ouais. Est-ce que c'est lié à l'histoire que tu as eue? Non, donc tu te dis, tu as vécu tellement sans argent, tu veux aujourd'hui bien utiliser cet argent? Ou bien c'est juste des choses qui ne t'intéressent pas? Bon, je me dis que chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps. Il faut faire les choses progressivement. Donc voilà, le moment où je serai dans les bling-bling, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais peut-être après. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton objectif avec ton argent? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? Ou bien qu'est-ce que tu fais de ton argent? J'essaie de placer un peu mon argent, un peu partout. Un peu partout. Ouais. Ici, là, on dit exactement ce qu'on fait avec l'argent. Okay? C'est vrai, peut-être tu ne nous dis pas combien exactement tu gagnes, mais tu dois nous dire, tu places ça comment? Tu places dans quoi? Est-ce que tu investis dans l'immobilier? Est-ce que tu investis dans la restauration? Dans quoi exactement tu mets l'argent aujourd'hui? Juste les secteurs. Ouais. Bon. En tout cas, j'ai pas mal de personnes qui comment on appelle, qui me guident, qui me donnent des conseils sur le marché, sur la réalité de la vie. Et voilà. Je viens de commencer ma carrière il y a 3 ans de cela. Donc, voilà, même si je viens de commencer, mais j'ai commencé petit à petit. Mais je pense que, pour le moment, voilà, je pense que l'investissement, c'est petit à petit. Ça va venir d'ici quelques temps. Donc, tu reviendras ici et tu nous diras. De toutes les façons, j'ai causé les personnes qui te conseillent. Il faut qu'on te donne de bons conseils pour ne pas que, comme plusieurs footballeurs, tu te retrouves au carreau demain et puis on n'a pas bien investi cet argent. Non, je pense que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Donc, pour l'instant, tu emmagasines, tu fais tes œuvres caritatives. Marché, tu vois. Et puis, tu regardes le marché. Il faut bien regarder. Toi, tu joues. Et puis, les gens qui investissent, ils vont investir pour toi. Je pense qu'ils connaissent les bons secteurs pour investir. Ouais. Mais quand tu veux te faire plaisir, qu'est-ce que tu achètes? On va dire ici, qu'est-ce qui te permet de te sentir bien? Est-ce que tu achètes des vêtements? Est-ce que tu achètes des chaussures? Est-ce que tu achètes des bijoux? En fait, par exemple, on va dire, tu gagnes tout ton argent. Il y a une partie, on dit, Simon, ça, c'est pour te faire plaisir. Qu'est-ce que tu achèterais? C'est pas obligé d'être quelque chose de sérieux. Des chaussures. Des chaussures, d'accord. Des chaussures.
T'as une marque de chaussures en particulier qui te plaît? Non. En tout cas, quand ils voient une chaussure qui me plaît, bon. Tu achètes quoi? Ouais. Ok. Mais t'es Chaussures. pas montre, bijoux, tout ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. La voiture aussi. Voiture. Ouais. Tu roules quelle voiture? Bon, pour le moment, il roule une Mercedes. Laquelle? On te voit rouler dedans, mais tu peux pas nous dire, sinon on va te reconnaître, c'est ça? Tu veux pas que les gens viennent t'embrouiller, quoi. Non, mais c'est bon, mais t'as pas l'air dépensier. Et moi, c'est. Bon, après, je n'ai rien contre ceux qui dépensent. Moi, j'ai dépensé une partie de ma vie. Mais on a l'impression que tu sais ce que tu fais de ton argent. Et moi, c'est ce que j'apprécie énormément avec toi. Ouais. Parce que, comme je disais, j'ai la chance d'être entouré des gens C'est ça. qui m'encadrent beaucoup. Voilà, des gens, des dévanciers. Parce que c'est ce qui me donne cette vision-là. Ok. Il y a une pensée qui est assez répandue et je veux avoir ton avis dessus. Il y a beaucoup qui pensent et qui disent que les footballeurs, en réalité, c'est des personnes qui savent taper dans des ballons, qui savent jouer, mais après, qui ne savent rien faire d'autre. Parfois même gérer leur argent. Parce que ils ont besoin toujours d'être accompagnés, d'avoir d'autres personnes. Et quand on voit plusieurs qui ont joué, qui ont eu de grandes carrières après, qui étaient totalement démunis, ça pousse ces personnes à se réconforter dans leur façon de penser. Toi, est-ce que tu penses que c'est vrai? Bon, forcément, tu es footballeur, tu ne nous diras pas que c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu penses de cette façon que les autres ont de penser? Est-ce que les footballeurs, c'est souvent des bons à taper dans des ballons et rien de plus? Je pense que dans tous les domaines, il y a des gens sensés, il y a des gens aussi qui ne sont pas vraiment sensés. D'accord. Voilà, je pense que ce n'est pas forcément que les footballeurs, mais c'est personnel. Ça dépend de la façon dont tu gères. Tu gères tes biens. Voilà, il y a des entrepreneurs aussi qui font des bêtises aussi avec l'argent. Et voilà, c'est pas forcément les footballeurs, mais je pense que après, c'est de la façon dont tu gères ton argent. Ouais. Ok. Et il y a une autre pensée où les gens se disent, en fait, juste parce qu'ils tapent dans des ballons, il y a les salaires qu'on leur donne, quoi. Des salaires totalement impensables. Ouais. Donc, il y a beaucoup de détracteurs qui disent que non, être footballeur, c'est pas vraiment un métier. Tu vas sur le terrain, tu t'amuses, tu joues, tu tapes dans des ballons et puis tu as des salaires de fou. Alors que des gens travaillent matin, midi, soir, sous le soleil, ils ne gagnent pas pareil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que il y a des, voilà, dans la vie, il y a des personnes aussi qui travaillent plus dur que nous. Franchement, il y a des personnes qui travaillent plus dur que nous. Mais après, je pense que le foot, c'est un peu plus... Ça rassemble, au fait. Ça rassemble des familles. Ça rassemble... Ça donne la joie au cœur. Et je pense que, voilà, c'est pas juste un métier. C'est pas juste un métier. Je pense que c'est un peu plus. C'est un peu plus. Ouais. C'est déjà un métier. Pour ceux qui pensent que ça n'est pas un, parce qu'il faut être au top de la forme tout le temps, il faut s'entraîner. Je pense qu'il y a beaucoup de sacrifices aussi que vous faites. Tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Tu te lèves très tôt pour travailler. Donc, tout ça, les gens ne voient pas. Mais finalement, c'est des choses qui comptent. Et puis, il faut dire aussi qu'en tant que footballeur, après, ton temps de travail, en quelque sorte, est assez restreint. Parce que tu vas jouer pendant que tu es jeune, des 17. Mais à 25 ans, peut-être, tu deviens déjà has-been, un peu vieux. 30 ans même, c'est compliqué. Donc, comme c'est sur un court temps, c'est sur ça que vous capitalisez, quoi. Et comme tu viens de bien le dire, vous mettez de la joie dans les cœurs des gens. Vous rassemblez. Et je pense que tout ça vous sont pesant d'or. Et maintenant, ceux qui trouvent que les footballeurs gagnent trop, allez gagner ce qu'ils gagnent, qu'on ait pu travailler pour ça. En tout cas, Simon, super. Super, on va finir bientôt. Est-ce qu'avec ta fondation, il y a des activités que tu comptes faire très très bientôt? Je pense que tu es en Côte d'Ivoire pour quelque temps. On a parlé d'un tournoi de Maracana que tu vas organiser et aussi d'une sortie pour plusieurs orphelins, 500, au parc aquatique que j'ai ouvert récemment. Donc, est-ce que tu peux nous parler du tournoi? C'est quoi le nom du tournoi et c'est quoi l'objectif derrière? Le tournoi s'appelle le tournoi de l'espoir. Et voilà, c'est pour donner une journée de rêve aux enfants. D'accord. Voilà, parce que j'ai grandi à Bobo et voilà, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir faire des trucs que j'ai forcément voulu. Et voilà, à propos de, comment on appelle, à cause des moyens et tout. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là et voilà, j'essaie de penser aux personnes qui ont envie aussi de participer ou bien qui ont envie de faire des trucs mais qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc voilà.
Ok, donc c'est un peu un tournoi pour les orphelins, pour les gens qui viennent de quartiers défavorisés. C'est un peu pour ça que tu as choisi Abobo, parce que toi aussi tu as grandi à Abobo. Ouais. Donc un quartier assez défavorisé, laissé pour compte. Donc aujourd'hui, bon, je pense que les équipes sont déjà connues pour ce tournoi. Est-ce que des jeunes peuvent toujours encore venir jouer? Ou quelles sont les conditions pour jouer? Il faut juste être d'Abobo et puis c'est parti quoi. Non, pas forcément, pas forcément Ok. à Bobo, mais c'est plusieurs catégories. Plusieurs catégories. Ouais, plusieurs catégories. Donc voilà, les équipes sont déjà là. Et c'est Ouais. toi qui tu finances tout le tournoi. Ouais. Même, je pense que le vainqueur aura un bon cachet. Ouais, moi et ma fondation. Toi et ta fondation. Il y a des personnes qui m'accompagnent Ok. dans ma fondation. Ok, ça c'est génial. Et pourquoi avoir décidé du coup de réaliser une sortie dans le parc aquatique pour permettre à d'autres orphelins aussi de pouvoir profiter de ce parc? Ouais, comme je disais, c'est une journée de rêve. Et D'accord. voilà, étant petit aussi, je rêvais aussi de faire ces sorties-là. T'es sorti. Et voilà, pas à cause des moyens, il n'y a pas pu. Donc aujourd'hui, voilà, je me mets aussi dans la peau de ces personnes-là. D'accord. En tout cas, tu fais beaucoup de choses et comme je n'ai cessé de le dire pendant ce podcast, tu veux vraiment redonner. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que c'est très important pour toi, redonner ce que tu as reçu. Parce que Didier, qui a été finalement un bon samaritain pour toi, il est venu, c'est Didier, non? Ouais. Il t'a aidé, voilà, il t'a aidé sans forcément rien attendre en retour. Et donc, tu veux redonner. Et en tout cas, merci Ouais. pour ce que tu fais. Moi, je suis là. Et puis, on va voir comment on peut travailler ensemble sur toute cette partie-là Merci à pour vous faire aussi. de belles choses. Ouais. En tout cas, je pense que c'est l'un des podcasts qui m'aurait le plus touché parce que ton histoire est vraiment très touchante. Merci d'avoir accepté de la partager avec nous. Ouais, merci à toi aussi. Tu es encore très jeune, très très jeune, donc on te souhaite de vivre encore de belles expériences. Et puis moi, je dis, je t'attends d'ici quelques temps, 2-3 ans, au Maxi 4, quand tu auras fini de faire tous les investissements et tout, quand on aura bien fait de bons investissements, là tu viendras un peu nous expliquer ce que tu as fait pour montrer finalement à ceux qui disent que les footballeurs ils ne font rien d'autre de leur argent, tous les investissements que tu aurais fait. Ouais, pas En de tout cas, souci. Timo Adengra, Ouais. merci d'être passé. Merci à toi aussi. Est-ce que tu as un mot de la fin, un mot d'espoir, un mot de rêve à tous ces jeunes qui se trouvent dans ta situation dans laquelle tu étais ou dans la situation dans laquelle tu étais quand tu avais 12 ans, 13 ans, qui ont le rêve de devenir footballeur, mais qui ont des parents qui ne peuvent pas leur permettre de pouvoir aller dans des clubs, payer des mensualités pour jouer dans des clubs. À tous ces enfants-là qui se disent que ce n'est pas possible pour eux, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux dire, comme on dit chez nous ici, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours croire en ses rêves, même dans les moments les plus difficiles. Même quand je pense qu'il n'y a plus d'espoir, je pense que voilà, il faut toujours croire. Il faut toujours croire parce que on sait pas ce qui est fait demain, comme on dit. Voilà, je pense qu'il faut toujours croire en soi et voilà, toujours travailler et être toujours discipliné. Discipliné. Ouais. Toujours être discipliné et toujours croire en ses rêves et en ses capacités parce qu'on ne sait pas d'où viendra la félicité. Ouais. Merci à toi Merci. et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que vous l'avez aimé, que vous avez appris quelque chose de nouveau sur Adengra et que surtout vous allez pouvoir vivre et vous battre pour vos rêves. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci à toi. Merci.